Salut à tous. Alors, à partir d'aujourd'hui, et sur 2 ou 3 numéros, on verra, on va parler de fertilisation. Alors, j'avais un petit peu annoncé la couleur au moment de la vidéo de teasing. La fertilisation, pour moi, ça recouvre 3 éléments. C'est l'engrais, hein, évidemment, ça, on s'y attendait, mais aussi l'eau et le substrat. Alors, pourquoi traiter les trois en même temps, enfin, ou tout au moins dans la même série? C'est parce que ces 3 éléments-là, ils ont des interactions assez importantes entre eux, et du coup, il serait assez illusoire de vouloir parler d'engrais sans parler du substrat et de l'eau avec lesquels on l'utilise. Euh, pour préciser du côté des substrats, on a aujourd'hui 2 grandes familles, hein. D'un côté, les substrats organiques, bon, ce sont ceux qu'on connaît le plus, c'est l'écorce de pin, les coco chips, le sphagnum. De l'autre côté, on a les substrats dits inertes. Alors, inerte, c'est le terme qui convient peut-être le mieux, parce que y en a là-dedans qui sont synthétiques, du style laine de roche ou microfibre, puisque la microfibre aujourd'hui commence à être utilisée. Et de l'autre côté, on a la bille d'argile qui est, on va dire, moitié naturelle, moitié synthétique. Et puis surtout, le gravier. Alors le gravier, il faut savoir que c'est un substrat qui est très utilisé, notamment par les cultivateurs en zone tropicale. D'abord parce que ça va stabiliser les plantes. Faut penser que ce sont des zones où on n'est jamais à l'abri d'un ouragan, ou en tout cas d'un bon coup de vent. Et là-dedans, les racines se comportent un petit peu comme avec la bille d'argile. Donc pour moi, c'était assez normal de les traiter en même temps. Et puis ça fait l'occasion de discuter un petit peu avec nos cultivateurs ultramarins. Donc ben, c'est parti. Avant tout, on va parler du pH. Le pH, c'est l'acronyme de potentiel hydrogène. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement une mesure de l'acidité ou de la basicité d'un milieu aqueux, autrement dit une solution d'arrosage en particulier dans notre cas. Il s'évalue sur une échelle graduée de 0 à 14, 0 étant la valeur la plus acide, étalonnée sur l'acide chlorhydrique. Ensuite, par convention, la valeur de 7, c'est celle de l'eau pure. Entre 0 et 7, c'est la plage acide. Tout en haut, à 14, c'est la basicité maximale, celle étalonnée sur la soude. Entre 7 et 14, cette fois, on a une plage alcaline. Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de pH sur une vidéo qui est destinée à la base à parler de substrat. En réalité, le pH a un impact énorme sur l'assimilation des nutriments par les racines des plantes. Et c'est pas tout, le pH optimal pour l'assimilation des sels minéraux varie en fonction du type de substrat qu'on va utiliser. Par exemple ici, on se rend bien compte que l'assimilation optimale en substrat inerte, elle est possible sur des pH allant de 5 à 6, tandis qu'en substrat organique elle est plus étendue, puisqu'elle part de 5,5 et pour aller jusqu'à 7. Et ça c'est grâce aux micro-organismes présents dans le sol qui font davantage de transformation que dans les substrats artificiels. La question qu'on peut se poser dans ce cas, c'est d'ailleurs de savoir quelle est la part qui va être conservée par ces fameux micro-organismes, et qui n'arrivera jamais aux racines des plantes. Le choix du substrat, c'est avant tout une affaire de goût et de disponibilité. Si on s'est habitué aujourd'hui à utiliser de l'écorce de pin et du sphagnum, c'est avant tout parce que c'est des produits qui étaient facilement disponibles et qui étaient pas chers. Un siècle avant, à l'époque de la racine d'osmande royale, on n'était pas du tout dans les mêmes gammes de prix. Quoi qu'il en soit, ces produits n'ont jusque-là pas démérité, puisque autant la sphaigne que l'écorce de pin ont des propriétés assez intéressantes, justement parce que ce sont des substrats organiques et qui vont permettre la vie de tout un tas de microbiotes, d'une microflore bactérienne dans les peaux, donc avec un effet sur le pH de disponibilité optimale des minéraux qui sera tout à fait intéressante pour les racines. Maintenant, il existe d'autres alternatives, et ce que je vous propose, c'est de voir, à la limite, substrat par substrat, les avantages et les inconvénients de chacun. Et puisqu'on parle des substrats organiques, restons-y avec l'écorce de pin. L'écorce de pin, même en 2020, ça reste la star incontestée des substrats organiques. Elle est utilisée depuis des années, pour ne pas dire des dizaines d'années. C'est un substrat qui est facile à manipuler, qui est léger, qui laisse respirer les racines, et qui a tendance à favoriser la présence des bactéries du sol. Seul petit bémol, ces mêmes bactéries ont tendance elles aussi à consommer de l'azote et à entrer légèrement en concurrence avec les racines de la plante hébergée dans le pot. Ce sera un point à prendre en compte pour le choix de l'engrais, mais ça c'est pour un des épisodes suivants. Sachez aussi que l'écorce de pin a tendance à tirer le pH à la baisse,
Donc c'est intéressant à savoir, mais là encore, ça va influer sur le choix de l'engrais. En résumé, avec l'écorce de pin, il faut à la fois un engrais riche en azote, mais pas trop acidifiant. Pour finir, sachez que l'écorce des résineux est généralement phytotoxique et qu'avant de l'utiliser sans risque, il vaut mieux la composter légèrement. Autre substrat bien connu et très utilisé, le sphagnum. Il a longtemps été utilisé sous forme vivante, grâce à des propriétés antiseptiques qui permettaient aux racines poussant à l'intérieur d'être protégées de la pourriture. Malheureusement, sous l'effet des engrais distribués aux orchidées, la forme vivante ne leur reste pas longtemps. C'est la raison pour laquelle, de nos jours, on l'utilise plutôt sous forme desséchée. C'est paradoxal, mais en guise de substrat, il a une durée de vie plus longue en étant desséché qu'en étant vivant. Cette durée de vie, si j'ose dire, elle est quand même pas très longue, il faut pas se leurrer. Elle est dans le meilleur des cas de 1 an et demi à 2 ans pour le sphagnum de Nouvelle-Zélande, quand il faut diviser cette valeur par 2 pour le sphagnum du Chili. Après ce laps de temps, il faut vraiment faire attention, il se met à fermenter et il devient toxique d'abord pour les racines et ensuite pour la plante en entier. Donc vraiment faites gaffe. Malgré tout, s'il est régulièrement changé, ça reste vraiment un excellent substrat qui permet de faire pousser les choses les plus difficiles et qui n'a pas son pareil pour les sauvetages d'orchidées. On va maintenant parler d'un substrat qui a tendance à décoller depuis ces dernières années, c'est la chips de coco. C'est un substrat sur lequel je m'étais lancé au début des années 2000, mais que j'ai vite arrêté et je vous explique tout de suite pourquoi. À la base, la chips de coco est tirée de l'enveloppe fibreuse de la noix, qui est taillée en petits cubes. Jusque-là, tout va très bien. Le côté fibreux des chips de coco permet de stocker à la fois de l'eau et de l'air, c'est parfait pour les racines, et les tanins ont tendance à stimuler ces fameuses racines. Donc jusque-là, on se dit c'est parfait. Seulement voilà, le cocotier c'est un palmier qui a tendance à pousser très près de la mer, et du coup le sel il connaît. Pour ne pas être empoisonné, il va le stocker, tout au moins en partie, dans ses tissus morts, c'est-à-dire le bois, et précisément la bourre qui enveloppe la noix. Et le sel, les orchidées, elles n'aiment pas ça. Autrement dit, à moins de trouver des coco chips qui aient été très soigneusement préparés, il ne faut surtout pas cultiver dans ce milieu-là. Alors rassurez-vous, les coco chips qu'on va trouver en gros shop sont tout à fait adaptés et conditionnés pour démarrer une culture dans les meilleures conditions. Et pour nos amis ultramarins, récoltez plutôt de la bourre qui pousse dans les terres. Cela dit, c'est un substrat qui peut être un peu farceur et qui va pouvoir relarguer d'autres éléments que le sodium, notamment ceux avec lesquels il a été préparé. Donc si vous décidez de l'utiliser, moi je vous suggère quand même de rempoter très régulièrement. Il existe d'autres substrats organiques plus ou moins répandus. Je pourrais citer ici la coque de cacao qui est aujourd'hui vendue pour pailler le sol dans le jardin. En réalité, j'ai pas de retour sur ces substrats-là, donc je ne les aborderai pas ici. En revanche, ça peut toujours permettre d'ouvrir une discussion sur le groupe orchidophile francophone. Parlons maintenant des substrats inertes. D'ailleurs, on les appelle inertes pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils n'hébergent pas ou très peu de vie bactérienne ou fongique, contrairement aux substrats organiques, et par conséquent les solutions d'arrosage qu'on va amener arrivent telles quelles, ou presque, au niveau des racines des plantes. La deuxième raison, c'est que ces substrats sont élaborés à partir de minéraux ou de plastique dans le cas de la microfibre, et ça les rend extrêmement durables. Autrement dit, on peut les utiliser beaucoup plus longtemps que n'importe lequel des substrats organiques. Le gros avantage de ces substrats, à part la durabilité, c'est justement qu'ils vont distribuer les nutriments de façon très homogène. Et ça, croyez-moi, ça se voit vraiment sur la croissance des plantes. L'autre aspect positif, c'est que, puisqu'ils ne contiennent pas ou très peu de vie bactérienne, fongique, etc., ils sont généralement plus sains lorsqu'on sait les utiliser. Mais pour arriver à d'excellents résultats, effectivement, il y a des règles. On a vu en début de vidéo que le pH optimal pour la disponibilité des nutriments se trouvait sur une plage à la fois plus basse et plus restreinte qu'un substrat organique. Ça veut dire que ce même pH devra obligatoirement être contrôlé pour avoir les meilleurs résultats. Le problème, c'est que l'activité des racines, notamment en matière d'absorption d'azote, fait remonter le pH. Bien souvent, cette remontée se fait à 7,5 et plus. On a vu qu'en substrat organique, ça ne posait aucun problème. En revanche, c'est pas du tout la même chose en substrat inerte. Et en particulier,
Le fer et le manganèse, qui sont absolument indispensables à la photosynthèse, vont venir à manquer. Donc, à l'exception du gravier, tous les autres substrats inertes devront être tamponnés. Ce qui veut dire qu'on va devoir les conditionner pour que le pH reste dans une plage acceptable et ne varie pas trop au cours de la culture. Et pour finir, un tour d'horizon des différents substrats inertes, à commencer par la bille d'argile. Et au passage, ce qui vaut pour la bille d'argile vaut aussi pour les graviers. En chauffant au four de petits grains d'argile, ils finissent par exploser exactement comme du popcorn et forment ces petites billes qu'on utilise aujourd'hui en culture. Il existe deux façons de les utiliser, soit en substrat à part entière en semi-hydroponie, vous trouverez des tonnes d'articles à ce sujet sur internet, ou alors en complément d'un autre substrat inerte, ce qui est mon cas, par exemple avec la laine de roche ou la microfibre. La laine de roche provient du traitement de roches basaltiques, qui sont traitées exactement comme de la barbe à papa, et auxquelles on va ajouter un liant qui rigidifie l'ensemble au moment du refroidissement. Elle est conçue pour être très hydrophile, et à ce titre, elle assure une excellente distribution des solutions nutritives. Il est possible de lui ajouter de la pouzzolane ou de la bille d'argile en vue d'augmenter l'aération des racines. En parlant de pouzzolane, c'est aussi un excellent substrat. En revanche, il faut penser à bien la rincer pour enlever toutes les poussières. L'avantage est qu'elle contient naturellement pas mal d'oligo-éléments qui seront utiles à la croissance de la plante. Enfin, compte tenu de son poids, elle stabilise elle aussi parfaitement les plantes. Quant à la microfibre, c'est ni plus ni moins qu'un produit issu de la filière plastique qu'on va pouvoir trouver sous plusieurs formes, depuis la serpillière coupée en lanière jusqu'au sphagnum artificiel. C'est un produit que j'apprécie beaucoup parce que, en plus d'être très hydrophile et donc de bien distribuer les solutions nutritives, il a le mérite en plus d'être très aéré et de ne pas trop remonter le pH. Il me permet aujourd'hui de cultiver des choses assez capricieuses, par exemple le Trichocentrum stacey, plusieurs espèces de Lepanthes et Dendrobium tobaense, pour ne citer que quelques exemples. Voilà, j'en ai fini avec cette première partie. J'espère que maintenant vous êtes également persuadé que le choix d'un substrat n'est pas aussi neutre que ce dont il a l'air. On verra sur les épisodes suivants que l'eau et l'engrais ne sont pas neutres non plus, et que pour obtenir une bonne culture, le substrat, l'eau et l'engrais doivent se correspondre. Et puis en attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne. Allez, salut!